Bonjour à toutes et tous, je me présente donc Thomas Aubin, le responsable de la sécurité des systèmes d'information du groupement hospitalier de territoire, hôpitaux publics Grand Lille. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste des DMI, je suis plus un spécialiste de la cybersécurité. Néanmoins, je pense qu'on va arriver à converger vers un sujet commun. Et d'abord, une slide qui fait toujours peur. Là, c'est ma partie, la cybersécurité. Et vous verrez après, on va se rejoindre sans problème. L'état de la menace sur le sujet cyber. Sur la droite, vous avez une carte qui est tenue à jour. Vous aurez la slide et vous aurez les liens si vous voulez. Une carte qui est tenue à jour depuis 2019 et qui fait état de l'ensemble des hôpitaux qui ont été attaqués depuis 2019. Vous le savez très certainement, mais au sein de notre GHT, nous avons un établissement pas très loin d'ici, le CH d'Armentières, qui est sous cyberattaque depuis 4 mois. Et donc, c'est une réalité dans les hôpitaux publics. Et plus globalement, la sphère publique est attaquée depuis de longues dates. Le premier hôpital marquant, c'est 2019, le CHU de Rouen. Et puis, on représente toujours environ 10% des cyberattaques au niveau des sujets qui sont déclarés auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. La petite roue que vous trouvez là, c'est disponible dans le panorama de la sécurité des systèmes d'information. Donc environ 10%. Et puis voilà, on a des sujets qui font des pointes au niveau des sujets cyber. Le prochain arrive bientôt, les Jeux Olympiques. Voilà, nous sommes sujets ici, dans le nord de la France, à des possibles attaques massives, puisque nous accueillons quelques épreuves dans les Jeux Olympiques. Et donc certains hôpitaux sont sous surveillance particulière pendant cette période. Quand on repart dans votre monde, les DMI, les dispositifs médicaux implantables, moi je considère qu'il y a assez peu, voire pas du tout d'informatique embarquée généralement. Donc le risque informatique est quand même extrêmement faible. Parfois on a des circuits intégrés, des circuits un peu intelligents, mais bon, on est vraiment à la marge. Et donc c'est pas forcément un sujet qui intéresse vraiment les RSSI. Voilà, on a aussi nos limites et on peut pas forcément s'intéresser à tout. Dès lors qu'on parle de DMIL, donc des dispositifs médicaux intégrant du logiciel, là, ça commence à nous parler, parce que le RSSI, effectivement, il traite des sujets de cybersécurité, parce qu'ils font la une de l'actualité et parce que c'est des vrais enjeux. Mais je rappelle que le RSSI, voilà, il doit gérer la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité, la traçabilité des systèmes d'information. Et donc, dès lors qu'il y a une solution qui embarque des logiciels, forcément, il y regarde et il doit au moins garantir que la partie logicielle doit être fonctionnelle et donc on doit avoir un maintien en condition opérationnelle de l'outil pour que l'outil fonctionne correctement et réponde à son objectif. Et puis après, il y a les DMI connectés. Alors les DMI connectés, c'est l'avenir, ils sont déjà là, vous l'avez vu sur la slide de la présentatrice juste avant. Les pacemakers qui sont télésurveillables à distance, hein, donc au final ils sont connectés. Bien sûr, il y a les prothèses connectées. Alors, il y aura bientôt les implants connectés dopés à l'IA aussi. Donc, voilà, on va vers ça. Et donc, là, forcément, on rentre dans un monde où, dès lors qu'on est connecté et parfois en permanence, on vient percuter le risque cyber qui est présent dans, au final, tout objet, donc IoT, l'Internet des objets, qui est connecté au système d'information et potentiellement à l'Internet mondial. Il y a un guide qui a été produit l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, par la NSM, qui traite des sujets de cybersécurité sur les dispositifs médicaux intégrant du logiciel. Et donc, il y a effectivement toute une partie qui ne considère pas vraiment, au final, les hôpitaux que nous sommes, parce que c'est l'industriel qui doit se charger de toute la première partie de la démarche pour obtenir son marquage CE, effectivement, et il y a des sujets désormais embarqués dans le marquage CE sur la cybersécurité. Nous, effectivement, on rentre dans les phases d'après, hein, donc quand on passe en production, effectivement, le paramétrage, garantir qu'on paramètre bien les choses pour que ça fonctionne, et puis dans l'utilisation, on doit quand même essayer de garantir que l'outil, s'il embarque du logiciel, que le logiciel est maintenu, qu'on fait bien les mises à jour et qu'on effectue une veille sur de potentielles vulnérabilités, même si généralement les logiciels sont vraiment faits à façon et sont difficilement vulnérables.
Et puis, il y a toujours une fin de vie à traiter. Alors effectivement, il y a eu la question sur les pacemakers juste avant qui sont dans des bacs et qu'est-ce qu'on en fait des pacemakers? Eh ben, c'est peut-être pas le cas de ces pacemakers-là, mais parfois, il y a de l'information patiente, identifiante. Et donc, faut pas oublier aussi qu'il y a comment dirais-je, le respect du RGPD. Et donc, cette information-là, parfois, on peut pas se dire, je la jette à la poubelle et c'est pas grave. En fait, il faut aussi prévoir les phases de destruction et donc de suppression de la donnée potentielle sur ces dispositifs. Les dispositifs médicaux connectés désormais. Les enjeux, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils rejoignent les enjeux globaux, on va dire, des systèmes qui embarquent de l'informatique. Et donc, il faut bien entendu s'assurer du fonctionnement du dispositif, donc faire ce qu'on appelle le maintien en conditions opérationnelles et le maintien en conditions de sécurité. Dès lors qu'on le fait fonctionner avec un environnement, dans un système d'information hospitalier par exemple, bien entendu, il doit venir s'intégrer dans un écosystème. Il est généralement alimenté par des flux en amont, potentiellement il envoie des flux vers des solutions en aval, et donc il faut que l'ensemble soit sécurisé. Et puis, ça a été encore une fois démontré dans la slide juste avant, les communications, il faut forcément les sécuriser, d'autant plus quand on permet des accès à distance. Alors des accès à distance pour faire de la télémaintenance des outils, pour faire effectivement de la télésurveillance. Dès qu'on parle de télé, de toutes les façons, c'est des sujets qu'il faut particulièrement surveiller. Et la particularité, effectivement, dès lors qu'on rentre dans le monde des DMI, c'est le marquage CE. Le marquage CE, effectivement, c'est un gage de qualité, mais c'est le cauchemar de l'informatique, le marquage CE, parce que ça pose une rigidité, effectivement, qui fait qu'on a du mal à adapter l'outil à l'écosystème. Donc, le point 2. Le deuxième sujet, c'est généralement l'exotisme des technologies embarquées. Les DMI, généralement, ils n'embarquent pas un système Windows. Hein. C'est un système qui est fait à façon par le constructeur, parfois avec des technologies qu'on maîtrise, mais de très très loin. C'est pas très simple. Parfois, les communications utilisées, les moyens de communication, c'est pas du Wi-Fi standard, hein, c'est des protocoles extrêmement particuliers, extrêmement propriétaires. Et donc, il faut qu'on apprenne à les maîtriser et à en maîtriser les sujets de sécurité autour. Et puis, il faut le reconnaître, parfois les vendeurs de solutions sont à milieu de se préoccuper des sujets de cybersécurité. Voilà, il y en a certains qui ont pris les sujets à bras le corps, et heureusement parce que ça va être des obligations qui vont leur être opposables avec des directives européennes qui arrivent de plus en plus, mais on a encore des industriels pour qui le sujet cyber est un sujet assez lointain. Alors peut-être pas forcément sur les sujets de DMI, mais on a encore eu au sein de notre GHT, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an et demi, des industriels qui ont essayé de nous vendre des systèmes fonctionnant sous Windows 7, Windows 7 qui n'est plus supporté par Microsoft depuis 2014. Donc ça laisse songeur quand même. Le levier magnifique sur ces sujets-là, c'est le security by design, c'est-à-dire de faire des choix d'achat de matériel, quand c'est possible, qui sont déjà sécurisés. Alors, il faut traiter, bien entendu, la flotte qui est en place. La flotte qui est en place, voilà, elle est achetée, elle est utilisée, il faut bien la gérer. Alors, pour la gérer, déjà, il faut la connaître. Je vous ai mis une toute petite capture d'écran ici, elle vient du CHU de Lille. Pour information, le CHU de Lille, c'est environ 10 000 postes de travail et serveurs. Vous voyez que là, on a positionné une sonde sur le cœur de réseau du CHU et on détecte 21 300 objets qui se causent sur le réseau. Donc ça veut dire qu'en dehors des postes de travail, des imprimantes et des serveurs, on a plus de la moitié de tout ce qui discute qui est en dehors de tout ça. Et donc les objets biomédicaux, et donc plein de choses qui sont connectées au réseau et qu'il faut sécuriser. Une fois qu'on a partagé ce référentiel avec les ingénieurs biomédicaux, avec l'ensemble des gens qui gravitent autour de ces sujets-là, il faut connaître tous ces fournisseurs. Voilà. Alors parfois, c'est des tout petits fournisseurs, parfois, c'est des énormes boîtes qui sont aux États-Unis. Donc voilà, de la difficulté de s'entretenir avec quand on est un établissement français. Il faut bien entendu, et ça, c'est pas simple, c'est dès lors qu'on est connecté, savoir une identification des flux. Alors, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais avant, il y a quelques années encore, quand on demandait aux industriels de donner la cartographie des flux de leur matériel biomédicaux, ils nous regardaient avec des yeux parfois, ils se demandaient ce qu'on leur voulait. Et puis derrière, donc, il faut procéder au durcissement des accès autour des solutions qui sont déjà en place et bien entendu, faire une analyse de risque et apporter une réponse. Alors, la réponse absolue, c'est déconnecter la solution, et parfois ce n'est pas possible, bien entendu, pour qu'elle continue à être fonctionnelle. Donc on essaye de trouver des palliatifs pour vraiment essayer de minimiser le risque. Donc
Pour les outils en place, effectivement, il faut considérer encore une fois que le DMI connecté, c'est un objet connecté sur potentiellement Internet, et donc il faut le traiter comme tel. Et puis, comme on devient un peu mature quand même sur les sujets de sécurité, de cybersécurité, on commence à avoir des solutions et des associations qui se saisissent du sujet. Et donc, quand je parlais tout à l'heure du Security by Design, vous le savez peut-être, mais il y a la FIB qui a fait des travaux sur le sujet, donc dans tout ce qui concerne la sphère biomédicale. Et donc, ils ont sorti, je crois, l'année dernière, un questionnaire, enfin une boîte à outils complète qui vous permet d'auditer le niveau de sécurité des outillages dont vous faites l'acquisition, avec un premier élément qui est une liste de 32 objectifs de sécurité qui reprennent effectivement les grands principes de sécurité qu'on souhaite retrouver dans les dispositifs médicaux. Et puis un questionnaire d'évaluation de la sécurité, voilà, c'est du oui-non, vous pouvez mettre du scoring, et donc ça vous permet de comparer potentiellement dans le cadre de marché et d'acquisition le niveau de sécurité de votre DMI connecté. Bien entendu, un guide fournisseur si jamais vous devez interpeller votre fournisseur pour avoir des compléments, un outil de dépouillement qui est encore un fichier Excel qui est assez pratique, et puis un ensemble de guides. Vous avez le lien pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir cet outil. Je vous propose de vous y référer. Donc ça, c'est la FIB, c'est les ingénieurs biomédicaux, mais bien souvent, voilà, les ingénieurs biomédicaux, ils ont leurs solutions de leur côté pour estimer les niveaux de sécurité. Et puis parfois, voilà, le RSSI qui est de l'autre côté et qui est pourtant responsable de la sécurité de l'ensemble des systèmes d'information et donc des systèmes biomédicaux normalement, il a une autre solution. Et donc, c'est pas évident. Et donc, c'est assez tout neuf, ça date d'il y a 15 jours, 3 semaines. On a eu l'occasion de travailler la FIB, le club des DPO aussi, pour tout ce qui est respect effectivement du RGPD, et le club des RSSI en santé. On a eu l'occasion de travailler ensemble pour aller vers, au final, un closier, conformité numérique commun, voilà, que vous avez sur la droite, qui est téléchargeable sur le site. Le lien, il est en bas, il est mordu, mais vous l'aurez aussi. Un closier sécurité qui permet effectivement d'établir, alors là, pas 35 principes de sécurité, mais on ne doit pas être loin de 180, mais qui en gros agglomère l'ensemble des principes de sécurité pour toute solution informatique, qu'elle soit dans le monde biomédical, qu'elle soit dispositif médical ou qu'elle soit au final un système de gestion de paye. Et le but du jeu, c'est que ce closier devienne un référentiel national. Alors on essaye de le pousser au maximum. Et on a un fichier de réponse aussi, fichier Excel, que vous pouvez fournir à vos interlocuteurs et vos fournisseurs. Ils ont l'occasion du coup de renseigner ce fichier en donnant des informations sur telles et telles exigences que vous leur demandez. Ils peuvent préciser si oui ou non ils sont compatibles. S'ils ne sont pas compatibles, comment ils pallient, ou s'ils sont compatibles, quels sont les éléments techniques qui permettent de garantir le respect de la mesure. Au CHU de Lille, c'est ce qu'on utilise depuis un moment, ce closier conformité numérique. On l'utilise au sein de ce qu'on a appelé la commission sécurité. C'est une équipe qui regroupe donc le RSSI que je suis, le DPO et aussi les gens qui sont responsables de la sécurité opérationnelle des systèmes d'information. Et donc cette commission sécurité, elle a intégré les closiers sécurité elle a fait intégrer les closiers sécurité dans les processus achats du CHU. Et donc, on a mis en place cette commission sécurité en 2023. Elle a réellement été efficiente en juin 2023, donc on est à 1 an. Elle se réunit tous les 15 jours pendant 2 heures. Et donc, elle traite de l'ensemble des closiers conformité numérique qui lui sont remis, avec forcément des éléments de contexte, parce que, encore une fois, on n'est pas spécialiste des DMI, on n'est pas spécialiste des sujets de paye, on n'est pas spécialiste des sujets de caméras, de sécurité, etc., ou des systèmes de blanchisserie, par exemple. Donc, il nous faut des éléments de contexte. Néanmoins, la commission s'applique à rendre des avis. Et vous le voyez, en 1 an, on a eu l'occasion de produire 80 avis sur 80 dossiers qui vraiment traitent de beaucoup de sujets et qui balayent le pan entier des systèmes d'information qu'on peut croiser dans un hôpital. Alors cette commission-là, vous voyez, on a un petit art décisionnel. La commission, elle est là que pour prononcer des avis, bien entendu. On n'est pas là pour dire on y va ou on n'y va pas. On peut être là pour dire on y va parce qu'il n'y a pas de risque. Mais par contre, si jamais on identifie un risque, clairement, on introduit un processus itératif avec le fournisseur constructeur pour essayer d'améliorer sa réponse, sa proposition, et d'essayer de voir comment on peut sécuriser les choses avec lui. Et puis si jamais on ne s'entend pas et qu'il y a quand même un risque, on fait part au décideur qu'il y a un risque, et ça reste de l'aval du décideur de prendre et d'accepter le risque, ou au final de faire un refus du risque et de changer de solution.
Les avantages de cette commission, encore une fois, c'est qu'elle traite, comment dirais-je, toutes les directions du CHU peuvent l'interpeller. Voilà, ça monte en puissance. Donc, on a à traiter de tous les sujets. Donc, c'est complexe, forcément, mais ça permet, nous, de nous acculturer à tous les sujets et ça permet, du coup, d'avoir une réponse identique pour toutes les directions au sein du CHU avec le même niveau de sécurité, du coup, pour les systèmes d'information. Et puis, cette commission CHU, elle traite aussi beaucoup de sujets GHT, hein, puisque vous le savez, les GHT, c'est la convergence des systèmes d'information, mais c'est aussi la convergence des achats. Et donc, on est de plus en plus interpellé pour des sujets GHT. Et ça a une vertu, c'est que les fournisseurs qui parfois avaient tendance à rouler un peu dans la farine les petites structures en disant oui, mais attendez, vous me demandez quelque chose que même les plus gros ne me demandent pas, c'est pas normal, je ne comprends pas. Et bien là, voilà, ils peuvent plus le faire parce que là, c'est et les plus petits et les plus gros qui demandent exactement la même chose. Donc voilà, on se fait moins balader, on va dire, par les fournisseurs. Et puis, pour aller plus loin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, alors que ce soit le référentiel de la FIB ou que ce soit le référentiel qu'on essaye de coporter, enfin de triporter du coup, avec les trois associations des RSSI, des DPO et la FIB, il faut partir du principe que l'union fait la force, parce qu'effectivement, l'ambition de ces référentiels, c'est de devenir des référentiels nationaux, qu'on puisse même potentiellement les rendre opposables, parce que la sécurité des systèmes d'information, c'est un sujet qu'on doit tous traiter, et au premier lieu, c'est bien entendu un sujet qui doit être traité par les fournisseurs, par les éditeurs de solutions, par les fournisseurs de matériel, parce que si eux ne font pas bien le travail en amont, nous, on aura les pires difficultés à sécuriser les choses en aval. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Pas trop difficile, il me dit. Ah, il y a une question là-bas. Non, c'est juste pour savoir où est-ce qu'on peut trouver le lien vers le closier commun à FIB, DPO. Ce que j'ai essayé de chercher, je ne l'ai pas trouvé. Oui, alors pour l'instant, il est disponible sur le site internet du club RSSI Santé. J'ai mis le lien dans la présentation, donc si elles vous sont mis à disposition, vous aurez le lien sans problème. Et puis sinon, un petit mail à thomas.aubin@chu-lille.fr et vous l'aurez sans problème. Super, merci.